On va passer en revue un petit peu les tendances de l'évolution de l'habitat et puis la manière que je souhaiterais que vous puissiez acquérir à anticiper les nouveaux modes d'habiter. En fait, la difficulté aussi pour nous aujourd'hui dans notre parc, ça va être d'arriver à anticiper. Or, anticiper, c'est faire de la prospective. Moi, je peux vous assurer que dans tous les gens que je rencontre, bien et malin qui est capable de dire ce que sera la société de demain. Par contre, ce qui compte, c'est d'avoir non pas attendu de répondre à l'évolution de la société une fois qu'il y a encore une nouvelle évolution qui arrive, mais c'est de faire en sorte qu'on ait commencé déjà à travailler sur le sujet avant qu'il y ait une nouvelle évolution. Et donc ça nous permet de répondre à chaque fois à une frange de la population qui constitue une partie de nos habitants, et en tous les cas d'être toujours à peu près dans le mouvement. Donc j'ai remis la petite image de la famille nombreuse il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a une quarantaine d'années. Vous allez comprendre pourquoi. Au XIXe siècle, vous savez, l'habitat tel qu'on le vit aujourd'hui, en fait, c'est assez nouveau, c'est assez récent. Ça ne date que du XIXe siècle. C'est à l'époque où on a commencé à réellement construire le logement. C'est la révolution industrielle qui a un petit peu porté tout ça. Elle a amené en fait une forme d'habitat qui était en fait un habitat qui était à destination de loger principalement les ouvriers au service d'une industrie. Et donc on a fini par créer des petites alvéoles qui ont rendu les gens un petit peu individuels les uns par rapport aux autres, même si les formes de cohabitation et de vivre ensemble étaient un petit peu différentes. Mais en tous les cas, la notion de l'habitat privé, c'est-à-dire le développement des pièces que l'on s'approprie individuellement, c'est quelque chose qui est très récent. On avait l'habitude, il y a plusieurs décennies, de vivre dans des pièces en commun, pratiquement de ne pas avoir d'intimité. Et pour ceux qui connaissent un petit peu le mobilier breton, vous avez tous entendu parler des lits clos. Les fameux lits clos, en fait, c'était pas une invention au hasard, c'était simplement pour permettre au couple d'avoir de l'intimité en fait, dans une pièce où tout le monde était en commun. Le XXe siècle est surtout marqué par l'amélioration de l'habitat et l'intégration de l'architecture. L'architecture, il y a encore 200 ans, elle était essentiellement réservée aux châteaux, aux grandes demeures. L'architecture se démocratise, elle arrive, et elle est surtout liée aussi également à l'empilement de l'habitat. L'empilement de l'habitat, c'est quelque chose qui est assez récent. Les immeubles de 20 étages, il y a 300 ans, ça n'existait pas. C'est quelque chose de très contemporain. 1945, c'est l'après-guerre, c'est la dernière guerre que l'on ait pu connaître, mais c'est aussi une évolution du logement, une réponse en tous les cas qui répond à la démographie galopante et puis aux besoins de croissance, tout simplement, et de reconstruction. Et puis on connaît aujourd'hui, à partir des années 60, il y a la notion de propriété, la notion, à défaut, à contrario du collectivisme dans lequel on était inscrit dans les années... au début juste avant la Seconde Guerre mondiale et puis notamment après, jusque dans les années 60, à partir des années 60, on continuait bien sûr à produire du logement en masse, mais il y a surtout la notion de se retrouver dans l'habitat individuel et en particulier le pavillon. Comment on situe la zone privée? En fait, l'élément base, l'unité de gestion, je dirais, de la vie personnelle, c'est la chambre. C'est quasiment le seul lieu où on se retrouve tout seul, qui n'est pas partagé pratiquement. La salle de bain est quelque chose qui est partagé au niveau de la famille. La chambre est quasiment le lieu unique. Je ne sais pas, en tous les cas, chez moi, il n'y a que moi qui dors dans mon lit avec ma conjointe, mais je veux dire, il n'y a personne d'autre. Ce n'est pas quelque chose qui est partagé, à contrario des autres pièces. Je suis désolé. Je suis désolé, Stéphanie, c'est mon mode de vie. Donc après, toi, je ne sais pas. Après, on a bien sûr la zone privée familiale. C'est le logement, ce sont les pièces communes. Alors, ça a l'air de rien dans le concept, dans tout ce que je vous donne comme information, mais lorsque vous allez travailler l'organisation des logements, lorsque vous reverrez la typologie des pièces, c'est important d'avoir ces notions-là entre la différence entre la sphère privée et la sphère collective, même si elle est dans une sphère familiale. La zone tampon de sociabilisation, c'est quoi? C'est souvent les parties communes dans les collectifs. Ça va être leur jardin quand on est en pavillon la plupart du temps. Et puis après, vous avez la sphère publique. C'est le domaine public au sens très très large. Donc vous voyez, en fait,
Quand on rentre chez soi, on passe par la rue, on rentre dans la zone de sociabilisation que sont les parties communes. C'est là où on parle bien sûr aujourd'hui du bien vivre ensemble, hein, bien évidemment. Et puis on arrive dans son appartement, et puis jusqu'au point le plus individuel, on passe par la chambre. De la même manière, en fait, vous retrouvez sous une autre forme de représentation l'imbrication en fait, des zones de la maison. La cuisine, ça fait partie. Donc vous avez le jardin. Alors là, le jardin, on appelle ça la zone de sociabilisation, mais vous pouvez aussi mettre les parties communes hein, dans un immeuble collectif. La cuisine, c'est quoi? C'est ce qui permet de répondre aujourd'hui aux besoins élémentaires de l'être humain, hein, c'est de manger quelque part. Donc il y a bien évidemment d'autres modes d'occupation de cette pièce-là. Mais essentiellement, ça fait partie des pièces que l'on ne peut pas enlever dans un appartement. À la limite, vous pouvez enlever une chambre, dormir dans le séjour. En tous les cas, enlever l'espace qui permet de préparer son repas, aussi réduite soit-elle, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas enlever. On a le salon qui est la zone de vie et de loisirs. Hein. Alors, elle est un peu moins vraie aujourd'hui, vous allez le voir. Il y a encore 10-15 ans, juste avant que n'arrive Internet, jusqu'avant que n'arrivent en fait, les ordinateurs individuels. En tous les cas, le salon, la salle à manger était un espace de vie commun. Hein, c'était quelque chose qui était en fait destiné à réunir la famille. On a changé notre mode de vie, on ramène beaucoup de travail. Enfin, faut être très clair. Je pense que même si on ne ramène pas physiquement des choses pour travailler, on ramène son travail à la maison, ne serait-ce qu'en pensée. Donc on a de toute façon soit un bureau qui est destiné à gérer les informations, enfin les choses de l'administration de la famille, ou alors on a toujours besoin d'un lieu, d'un espace où on doit être capable de se reposer pour réfléchir et puis à la limite préparer sa semaine, préparer le lendemain, préparer une réunion, même quand on est chez soi. Il y a moins de scission aujourd'hui entre la vie personnelle, familiale et le monde professionnel. La salle de bain, c'est un élément qui est important, qui est propre au bien-être de la personne. Mais vous le voyez, ça a été mis comme faisant partie de la zone de sociabilisation quelque part. C'est-à-dire qu'on est dans une forme de partage. Même si c'est à l'intérieur de la sphère familiale, c'est en tous les cas quelque chose qui doit être suffisamment spacieux et fonctionnel, et c'est là où c'est comme ça qu'il faut l'entendre, de façon à ce que chacun puisse y trouver en fait, sa sphère de confort. Et puis la chambre, hein, qui est bien sûr la sphère privée de repli sur soi, et qui aujourd'hui intègre de plus en plus d'équipements personnels. Hein. Enfin, les chambres aujourd'hui, enfin, moi j'ai des enfants en tous les cas, ce sont de petits appartements quelque part, parce qu'ils ont leur lit, leur bureau, mais ils ont aussi l'ordinateur, tous les moyens de communication avec l'extérieur, et à l'extrême limite, des fois ils ne font que sortir que pour manger, et puis y retourner après. Et puis on oublie bien évidemment le domaine public et puis la sphère sociétale que cela crée. Donc pour vous resituer un petit peu, et c'est ce que vous rencontrez dans le parc, hein, dans les années 50, tout tournait, c'était l'après-guerre, on était dans la sphère bien connue de la cuisine au centre de tout. On allait dans la chambre à coucher que pour dormir, on n'y faisait rien d'autre. Par contre, la cuisine était quasiment le seul lieu de réunion de toute la famille, et les familles étaient nombreuses. On était encore dans des familles nombreuses après-guerre. Je l'ai mis, la seule chose qu'on écoutait, c'était la fameuse TSF, hein, les premiers postes de radio, et ce n'est que dans les années 60 que déjà les familles sont moins nombreuses, elles ont moins d'enfants, on mange dans la salle à manger, on commence à voir les premières cuisines équipées, elles commencent à être plus petites, dans les années 60 on est déjà dans la période de reconstruction et puis d'expansion du parc immobilier. Et puis la première transformation qui n'a l'air de rien, c'est la télévision. Et la télévision a été l'élément déclencheur de l'éclatement un petit peu de la cellule familiale, puisqu'on se dépêche de manger, on commence à se dépêcher à manger pour aller voir un feuilleton, pour aller voir la piste aux étoiles, pour aller voir Zorro, les dessins animés, et toute la famille commence à participer à ça. Années 90, c'est l'avènement, alors c'est les premières apparitions, vous savez, des magnétoscopes, c'est le Minitel, c'est les téléphones personnels, enfin on commence à rentrer dans une autre ère. Les pièces commencent à avoir des destinations un petit peu moins marquées. Tout du moins, la cellule familiale, dans son éclatement, suit les progrès technologiques. Puisque pour regarder la télévision avec son magnétoscope, regarder des cassettes personnelles, ce qui n'était pas le cas ici, on se met dans le salon tranquille pendant que la maman prépare la cuisine.
Ici, c'était incompatible, c'était impossible, la maman ou le papa. Hein. Et ici, ça, c'était impossible dans ce type d'habitat. Hein, vous le verrez, je le remontrerai lors d'une présentation dans quelques semaines. Là, c'est flagrant sur les plans de conception des logements des années 50, où la cuisine a une taille qui est presque prépondérante par rapport à l'organisation du logement. Et puis on arrive dans les années 2010, hein, ça ce n'est pas que c'est la réalité aujourd'hui. Hein, c'est un ordinateur pratiquement dans chaque chambre, tout le monde a ses portables, une foison d'outils électroniques, électroménagers. On est à défaut que tout le monde ait des home cinéma, ben vous avez tous des grands écrans. Enfin, je veux dire, la démocratisation des prix a fait qu'aujourd'hui, ça c'est un bureau, ça peut être une chambre. Ce sont des espaces où on a reconstitué des mini-appartements. Une chambre, c'est un mini-appartement aujourd'hui. On travaille beaucoup presque la salle d'eau personnelle, on travaille l'équipement, la chambre, on a un bureau. Enfin, on demande des chambres de plus en plus spacieuses. Et c'est vrai que la cuisine retrouve un peu cette fonction à la fois de lieu de préparation et de convivialité pour le repas. À défaut de conception des cuisines de ces années 90, où vous voyez, on voit la cuisine, le coin repas et le coin salon. Là, on remélange un petit peu les fonctionnalités. La grosse différence, c'est que vous voyez qu'ici, on est dans des espaces fermés, les pièces sont bien closes et les fonctions sont bien individuelles les unes par rapport aux autres. Là, on est déjà dans des conceptions d'ouverture. Hein, on a déjà la famille qui participe un petit peu ou qui s'organise autour des pièces dans la maison. Une fois que je vous ai dit ça, alors qu'est-ce que c'est que l'habitat pour un individu? Ben, il faut d'abord se repérer dans l'espace. Donc dans l'espace, le logement, c'est le point de départ de l'individu, hein, c'est le lieu de repli, de refuge. C'est d'ailleurs la fonction essentielle de l'habitat, hein, c'est de se protéger des intempéries, protéger sa famille, etc. etc. Stabiliser l'existence, je pense que ça prend tout son sens. Nous, on a tous la chance on parle des sans-abri, ça prend tout son sens parce que quand vous n'avez pas de lieu, de terrière, d'endroit où vous pouvez vous replier, et quelque part, c'est être toujours dans l'incertitude. Et c'est un petit peu contrario à habiter, qui veut dire aussi avoir des habitudes. Habiter, c'est revenir toujours au même endroit et pour se reposer. Et puis ça fait partie du développement de l'individu. Hein. Avoir son logement, ça fait partie de la vie. Avoir sa maison, ça fait partie des ambitions qu'on peut avoir pour soi, mais aussi pour sa famille. Alors qu'est-ce qui est très marquant de ces dernières années, qu'il faut avoir bien compris dans l'évolution, au-delà même du peuplement, enfin des problèmes géopolitiques qui jalonnent les événements de la vie planétaire. Vous avez d'abord la réduction du nombre de familles nombreuses. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très marquant de ces dernières années. Vous savez bien que le taux d'enfants par famille a beaucoup baissé. Tout simplement parce que la mortalité infantile a beaucoup baissé. Donc en moyenne, on retrouve le plaisir pour beaucoup de faire 3 enfants. Mais il faut savoir que jusque dans les années 90, on planait difficilement à 2 enfants par femme. Hein, il faut le savoir. Il y a l'éclatement de la cellule familiale. Donc ça, c'est un autre élément essentiel. Il y a les familles monoparentales, parce qu'on peut avoir des enfants aujourd'hui tout seuls, hein, comme disait la chanson. Il y a aussi pour beaucoup les familles recomposées, avec toutes les conséquences que ça a sur la séparation, sur le partage des enfants, sur le partage de la garde. Et puis il y a un phénomène aussi nouveau, il n'y a personne ici qui pourra le dire, mais la colocation fait partie du mode d'habiter des jeunes aujourd'hui. Je donne pour exemple Émilie Barito, là, qui est arrivée lundi. Elle n'a pas cherché à avoir son propre logement, elle a cherché à avoir une colocation. Non pas que pour des questions économiques, mais pour être certaine d'avoir des gens qui l'aident, qui la soutiennent, qui l'aident à connaître la Bretagne, à connaître la ville et puis se débrouiller. Donc ça fait partie des nouveaux modes d'habiter. Ça ne touche pas que les jeunes en plus. Et ça n'intéresse peut-être pas que les jeunes, oui, c'est possible. Hein, oui, les personnes âgées. Oui, les personnes âgées, tout à fait. Des étudiants. Les familles monoparentales commencent à se mettre en colocation pour le prix du Oui, loyer. oui, 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 oui. Pour avoir un habitat plus grand. Ouais, Parce que sinon, ouais. on se retrouve dans un petit peu. Un autre sujet dont on parlait tout à l'heure, le décalage des rythmes physiologiques. Pardon. Ça, c'est important. Alors, c'est vrai qu'avant, on était chez soi, on allait au travail, on allait faire ses courses, on revenait, on dormait, etc. etc. Aujourd'hui, tout est un petit peu mélangé.
On parle de travailler le dimanche, on parle d'ouvrir les magasins le dimanche, de travailler la nuit, etc. etc. Les rythmes, ce qui classait les gens entre les travailleurs et ceux qui ne travaillaient pas, en fait, c'était les rythmes hebdomadaires et puis les rythmes dans la journée. Donc aujourd'hui, on mange, on travaille un petit peu à toute heure, on a sa vie familiale, sa vie sociale un petit peu à toute heure, et ça crée des éléments de cohabitation dans de l'habitat qui n'a pas forcément été conçu pour ça. Et j'en veux pour preuve tous les troubles qui sont liés à l'acoustique entre logements, qui font partie principalement des plaintes des gens aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel bon nombre d'associations de locataires aujourd'hui commencent à prendre conscience et à vouloir militer, en mettant ça d'abord avant tout ce qui est problème de cohabitation d'énergie. Il y a la cohabitation des cultures, faut être clair, c'est la cohabitation ethnique. Frédéric Loison faisait état tout à l'heure de presque une cinquantaine de nationalités, à la limite, qui sont dans notre parc. C'est un phénomène qu'on ne peut pas ignorer. Et ça se rapproche aussi avec les rythmes de vie. Et puis il y a l'augmentation de l'espérance de vie qui a créé, en fait, alors pour vous mesdames, encore 5 ans de plus que pour nous messieurs, mais en tous les cas, à l'horizon des années 50, il faut savoir qu'on hébergera dans notre parc des personnes de plus en plus âgées, pas forcément non autonomes, mais en tous les cas qui auront perdu les sens en termes de capacité tels qu'on les connaît nous aujourd'hui. Et la conséquence de tout ça, c'est par rapport à notre parc, c'est d'arriver à adapter des logements à tous ces nouveaux modes de vie, avec une contrainte, c'est de ne pas pouvoir tout démolir. Parce que la facilité dans tout ça, c'est de démolir et puis de reconstruire. Sauf qu'aujourd'hui, sur Rennes Métropole, par exemple, ça nous est quasiment interdit. On le fait quand on est dans une impossibilité technique de régénérer le bâti, mais en tous les cas aujourd'hui, c'est un des gros enjeux du patrimoine, c'est d'arriver à réadapter en fait la totalité de notre patrimoine à ces nouveaux modes d'habiter, tout du moins pour que le bien vivre ensemble puisse perdurer. Je vous ai remis ce petit cycle, vous l'avez vu tout à l'heure, ce matin, dans la présentation de Frédéric Loison. Alors c'est vrai que dans ce cycle de vie, ça c'est le parcours locataire chez nous. On peut imaginer qu'on a des gens qui rentrent à l'état d'étudiant. Avant, on considère que y a pas de vie au sens, pour nous, intérêt locatif. On commence à être vraiment locataire au stade étudiant. Alors, on devient jeune actif, couple sans enfants, avec enfants, séparation potentielle, famille dispersée. Et puis, vous voyez à chaque fois, en fait, la création en fait, de ce que chaque typologie de génération d'âge attend. Donc l'étudiant, il va plutôt attendre l'indépendance, la convivialité. L'actif, c'est la mobilité et la convivialité. C'est exactement Émilie Barito. Elle veut la convivialité, elle se met en colocation. Elle cherche la mobilité parce qu'elle vient d'arriver dans une nouvelle ville. Le logement n'est pas forcément une fin en soi. Couple sans enfants, on veut un petit peu d'espace. Couple avec enfants, on veut de l'intimité, c'est normal. Les enfants d'un côté, les couples à côté. Ça arrive, c'est les aléas de la vie, séparation. Alors il y a quand même une bonne partie des gens qui restent en couple, bien évidemment, mais même quand il y a une séparation, il y a forcément une période où on demande à l'habitat d'être flexible. C'est-à-dire accueillir les enfants de son propre ancien couple et puis ceux de la personne avec qui on a refait sa vie. Donc un logement, il est de type 2 pendant la semaine et puis il peut devenir un type 6, type 7 le week-end. Il faut tenir compte de tout ça. Et puis à un moment donné, on vieillit, alors on cherche la sécurité, et puis plus on avance dans l'âge, plus on va vers la notion de confort, et tout du moins de tout ce qui peut être susceptible de ne pas en fait, aggraver la situation. Donc l'usage de l'habitat qui évolue, en fait c'est quoi? On passe bien sûr beaucoup plus de temps à domicile, paradoxalement. Il faut savoir que quand on est aux 39 heures aujourd'hui, avec tous nos RTT, nos congés, potentiellement on a capacité à passer plus de temps chez nous par rapport à nos aïeux qui au début du siècle dernier faisaient des journées de 12 heures, sans compter qu'il y avait souvent une heure et demie de marche à pied pour aller ou au retour. Donc globalement on n'est plus souvent chez nous. Il y a beaucoup plus, et ça se développe, c'est le travail à domicile. Alors soit ça va être la garde d'enfants, soit ça va être le télétravail. En tous les cas, c'est une tendance aujourd'hui. Il y a aussi, il faut le prendre en compte, le départ tardif des étudiants et la précarité des jeunes. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment marquant. C'est la difficulté qu'ont les jeunes générations à pouvoir s'éloigner de leurs parents en termes d'habitat. La plupart des premiers habitats individuels, hormis la chambre étudiant, on est plutôt dans la fourchette des 27 à 30 ans. Et encore quand ça se passe bien.
globalement, pour vous, mesdames avant tout, et nous aussi, parce qu'on y participe, il y a globalement une diminution des tâches domestiques. Il faut quand même être très clair. Les femmes au début du siècle dernier, je vois Fanny qui rigole, mais c'est pas rigolo, les femmes passaient beaucoup de temps à laver le linge. Ça a l'air de rien. Enfin, je veux dire, fallait laver les couches. Davantage de temps à domicile, je trouve que ça ne concerne pas toute la population. Non, ça concerne... les femmes, parce que les femmes à l'époque passaient plus de temps chez elles qu'aujourd'hui. Oui, alors quand on dit passer davantage de temps à domicile, c'est même les femmes, quand elles allaient la voir, si tu veux, elles n'étaient pas chez elles. On passe beaucoup plus proportionnellement de temps chez soi aujourd'hui qu'on ne le passait avant, de toute façon. C'est comme ça, c'est un état de fait. Hein. Alors ça se lit peut-être pas forcément très bien, parce que je te dis, aujourd'hui, la limite entre le travail et la vie personnelle est un petit peu délitée, si tu veux. Mais globalement, c'est statistiquement prouvé. Et puis, on peut dire que globalement, on a quand même un habitat, et ça, il faut qu'on le fasse perdurer, de qualité. Il y a des matières nouvellement mises en œuvre. Et puis, on a des occupants qui sont forcément de plus en plus exigeants. Tout du moins, les gens qui sont dans un parc vieillissant, eh ben, ils ont aussi envie de bénéficier d'un parc qui soit au top, pas proche de ce qui se fait dans le neuf. Donc, on doit répondre, on est obligé de répondre un petit peu à tout ça. Donc un petit rappel avant l'intervention de Nolwenn Kevel, juste un petit rappel pour que vous ayez bien en tête de ce qui se passe dans la tête des gens, par typologie sociale. L'étudiant, lui, il est d'abord dans une mobilité importante, il veut bien sûr une offre adaptée et surtout accessible, proche des transports en commun. Donc c'est souvent une période de vie qui tente à s'allonger. Hein, je vous disais tout à l'heure, le premier contrat CDI, c'est pas avant 27 ans. Et encore, moi je le vois dans tous les CV qu'on reçoit, on est beaucoup plus proche d'une stabilité professionnelle à partir de 30 ans aujourd'hui. Il faut être très clair. Donc vous lirez, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que donc ça veut dire que quand on est on est dans l'étudiant dans le plus petit logement, dans le T1, T2, et ben en fait il ne faut pas hésiter à cultiver la modularité des surfaces, la création d'espace. Accepter de temps en temps, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra, on parle souvent de mauvaise maîtrise pour nous du nombre d'habitants dans nos logements. Il faut imaginer qu'aujourd'hui la colocation c'est quelque chose qui de toute façon fait partie du futur. On est jeune actif célibataire, on est toujours dans la mobilité parce que c'est la situation professionnelle qui est précaire. On a besoin d'un cadre de vie urbain parce que là on commence à s'intégrer dans la vie sociale. Donc, autant le logement étudiant peut être un petit peu éloigné, autant le jeune actif célibataire a besoin de se rattacher. Je reprends l'exemple encore de Émilie Barito, hein, qui est jeune actif célibataire. En fait, elle cherche la colocation pour avoir un cadre qui la sécurise. Globalement, des logements plus spacieux pour recevoir et connectés surtout. Ça, c'est important, les connexions. Et donc, la colocation, c'est une des réponses, bien évidemment. Et puis ce qu'il faut, c'est qu'on développe notre offre proche des pôles urbains et surtout parfaitement desservie en réseau urbain, de transport. C'est facile à Rennes, je veux dire que c'est facile à Brest, peut-être dans une moindre mesure. C'est plus compliqué dès que vous allez à Lorient ou Quimper, parce que dès que vous vous éloignez du centre, vous vous éloignez assez rapidement de tous ces éléments-là. Les couples avec enfants, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord du logement confortable et agréable. Le sentiment d'avoir pris convenablement l'ascenseur social. Et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi on essaye de travailler. On va essayer de travailler sur certaines typologies de logements, l'espace de la salle de bain. Je veux dire, aujourd'hui, je pense que vous vous souvenez des photos que je vous ai montrées, ne serait-ce que sur les salles de bain complètement déconnectées par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. L'ascension sociale, ça passe aussi par des équipements dans les appartements qui correspondent à ce qu'on trouve aussi dans le neuf. L'accessibilité aux loisirs. Donc il faut qu'on propose des possibilités d'appropriation du logement à travers un degré de non-finition. Alors ça c'est une idée, hein, c'est quelque chose qui... on n'est pas obligé toujours d'avoir un logement complètement fini et vous le verrez tout à l'heure, moi je vais de toute façon militer dans le futur pour faire des logements en peinture et proscrire le papier peint. Le papier peint est une erreur, c'est quelque chose qui n'a pas de sens, donc à la fois dans nos rénovations, mais aussi à chaque fois que vous aurez un locataire sortant, un locataire entrant, il faut dans l'intervalle arrêter le papier peint qui justement est contraire à ce que recherche une partie de cette population, c'est de personnaliser et d'intimiser son habitat. Les couples avec enfants, il faut bien évidemment, quand on parle d'environnement adapté, ça c'est les proximités, c'est les gardes d'enfants, les transports. Il faut de toute façon penser que les gens ont besoin d'une chambre
pour chaque enfant, même si c'est une chambre complémentaire qui peut se dégager d'un salon. Et puis il faut bien sûr un logement le plus ouvert possible. Ça c'est la tendance aujourd'hui, alors ça changera. C'est très lié à l'ethnie, parce que vous avez des ethnies qui ne supportent pas, mais en tous les cas, il faut qu'on trouve les moyens de créer en fait cette modularité. Hein, il faut que peut-être qu'à travers la cloison qui permet de séparer l'espace dans lequel on prépare la cuisine et dans lequel on prend son repas, en tenant compte effectivement qu'il y a des habitudes ethniques, il faut qu'on en tienne compte. Peut-être qu'il y a des cloisons qu'on systématisera comme étant des cloisons amovibles. Donc, alors les fameuses fiches de secteur, c'est plus pour les attachés commerciaux, et puis la colocation et location, c'est plus des dispositifs finalement. Et nous, l'intérêt que l'on a, c'est à travers l'adaptation de nos logements, c'est aussi de l'intérêt de rester en location. Vous savez que rester en location aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas forcément l'image du logement social, c'est aussi un concept de vie. Vous avez des cadres supérieurs aujourd'hui ou des cadres qui sont donc éligibles à sortir du logement social, qui font le choix de rester locataires toute leur vie. Pour une raison très très simple. Premièrement, ça permet très souvent, alors pas forcément dans le logement social, ils sortent du logement social, mais ils font le choix d'être locataires. Ça leur permet de bouger potentiellement, d'être toujours dans des logements neufs, c'est-à-dire qu'ils vont aller louer des logements qui viennent d'être livrés, tous les 3-4 ans ils changent. Ils sont dans un concept de vie où de toute façon les enfants sont déjà habitués à bouger, et ça fait partie d'un concept. Donc il y a plein de taxes qu'ils ne payent pas, la taxe foncière ils ne la payent pas, enfin il y a tout un avantage, ils sont pratiquement certains d'avoir toujours l'appartement en bon état. Les attentes des seniors, alors c'est un petit peu plus compliqué, vous lirez, ça dépend pour beaucoup de l'âge. Très globalement, ce qu'il faut avoir en tête, et ça c'est quelque chose qui va évoluer, on avait déjà commencé, on va le travailler dans les mois qui viennent, c'est réadapter, en fait, reposer la question sur ce qu'est réellement un logement, non pas stigmatisant personnes âgées, mais quelque chose qui soit suffisamment sécurisant pour que les gens puissent y rester le plus longtemps possible. Et ça fera partie de la stratégie patrimoniale qu'on va développer aussi dans les mois qui viennent, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable de loger toutes les générations d'âge dans tout notre parc? Est-ce qu'on ne sera pas quand même obligé de se redonner des priorités? Parce qu'il est évident que dans un habitat des années 60 qui n'est pas capable de recevoir un ascenseur, ça sera quand même compliqué d'héberger des personnes âgées, à défaut d'investir des sommes énormes qui, si elles ne sont pas subventionnées, ne nous permettra pas de le faire. Parce qu'il y a aussi l'enjeu économique. Donc, je vous ai donné un certain nombre de clés de lecture qui sont celles d'aujourd'hui. Donc, il faut bien comprendre l'évolution de la population. Ça, vous êtes capable de le lire. Revenez sur les attentes de ces différents types de populations, parce que ça, c'est quelque chose qui est universel. En tout du moins, c'est valable aujourd'hui. On pense très certainement dans les 5 à 10 ans qui viennent. Il y a peu de chances que ça évolue. La seule chose qui risque d'évoluer, c'est l'aspect culturel des choses. Et là, on est dans une autre sphère. On n'est pas forcément dans la zone de l'habitat. On est dans la zone de la cohabitation à l'échelle de cage d'escalier. Donc il est possible que la politique de peuplement nous amène à faire des choix, tout simplement. Je crois que là, c'est des sujets de géopolitique comme on l'a vécu ces dernières semaines avec l'arrivée des migrants.